Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ils sont environ 700 000 jeunes à être en ce moment tout entier tournés vers l'obtention du baccalauréat. Les taux de réussite grandissant d'année en année. Ils peuvent laisser espérer ces taux de réussite à une écrasante majorité d'entre eux qu'ils obtiendront le précieux diplôme. Mais cette croissance du nombre de bacheliers dans notre pays résout-elle ne serait-ce qu'un petit peu la problématique du mariage entre inégalité scolaire et sociale? Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes en compagnie d'Élise Huillery. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Vous êtes co-autrice d'une note sur l'enseignement supérieur pour un investissement plus juste et plus efficace, une note qui a été rédigée à destination du Conseil d'analyse économique. Camille Penny, bonjour, vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On vous doit notamment pour une politique de la jeunesse aux éditions du Seuil. Camille Penny, votre regard sur ce nouveau baccalauréat? Alors, la réforme du baccalauréat avait été introduite, en tout cas pour la filière générale, dans l'idée de donner davantage de latitude, davantage de choix aux lycéens, puisqu'on remplaçait à partir de la classe de première les filières traditionnelles, littéraires, économiques et sociales et scientifiques, par une combinaison de choix de spécialités qui était censée justement laisser davantage de choix aux élèves. Donc on pouvait par exemple choisir de faire en première générale une spécialité de physique et puis une spécialité davantage littéraire ou géopolitique. Donc c'était en théorie pour permettre aux élèves d'avoir davantage de choix et pour lutter contre cette idée qu'il y avait des filières qui déjà, y compris seulement dans l'enseignement général, sans considérer les autres filières technologiques et professionnelles, de laisser davantage de parcours à la carte. Le résultat, c'est que quand on analyse les combinaisons de spécialités qui sont faites, il y a certes à la marge des combinaisons qui permettent souvent d'ailleurs à des très bons élèves de faire par exemple maths, physique et une discipline beaucoup plus littéraire ou beaucoup plus... de ne pas choisir la SVT par exemple. Oui, parce que c'était... Encore une fois, cela, le but, casser une forme de magistère des mathématiques, des sciences qui était la voie royale. Il fallait en finir avec cela, Camille Penny. Oui, c'était l'idée. C'était donc effectivement, on sait que plus on va vers les filières considérées comme prestigieuses, plus la part des enfants, certes bons scolairement, mais aussi d'origine sociale favorisée, augmentait. Et c'était l'idée d'ouvrir un petit peu tout ça, d'apporter de la mixité. Les résultats sont plutôt décevants puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des choix de combinaisons qui sont faits très majoritairement et qui aboutissent à reconstruire en partie des parcours très scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu véritablement de changement, mais il y a quand même eu une modification. On en a beaucoup parlé la semaine dernière au sujet des mathématiques. Plus de mathématiques au tronc commun, il fallait les prendre en spécialité, alors ils ont été rajoutés. Qu'est-ce qui était visé, Camille Penny? Parce que parmi les différents débats qui ont été menés, notamment en sociologie de l'éducation, au début, on considérait que les mathématiques étaient une manière de mieux sélectionner les élèves et les étudiants, tout simplement parce qu'ils donnaient moins de biais sociaux. On est revenu là-dessus. On a considéré finalement qu'il fallait cesser de considérer que les maths étaient une sorte de sésame pour sélectionner les bons étudiants. Alors, je ne me souviens plus quels étaient les arguments qu'utilisait Jean-Michel Blanquer quand il a promu cette réforme du baccalauréat, quand il a sorti les mathématiques en fait du tronc commun. Il veut d'ailleurs les réintroduire. Hein. Il a donné cette feuille de route un peu complexe à son successeur en 2 mois cet été de réintroduire. La réforme a été réformée. Voilà, donc effectivement là, c'est difficile de suivre les méandres de la pensée gouvernementale. J'imagine effectivement qu'un des arguments était à l'époque de ne pas imposer des mathématiques très poussées à des élèves. En tout cas, on voit effectivement qu'ils reviennent en arrière avec l'idée qu'effectivement autoriser, si je puis dire, des élèves à ne plus faire de mathématiques, en tout cas à un niveau suffisant dès la classe de première, était probablement une erreur. Mais dans le même temps, on voit que cette réforme du baccalauréat, elle s'accompagne d'une autre réforme qui, elle aussi, a suscité beaucoup de discussions, c'est la réforme de Parcoursup, dont il faut rappeler les principaux éléments, Camille Penny. Oui, alors effectivement, le système d'orientation dans l'enseignement supérieur a été changé aussi à partir de Parcoursup. Et donc effectivement, on a vu autour du bac et autour de l'entrée dans l'enseignement supérieur une montée de la tension, du stress, de l'angoisse et une sorte de, pour les lycéens qui ont été les premiers à avoir les effets de ces deux réformes, une sorte quand même d'incertitude quant à l'avenir qui était assez forte puisque
puisque effectivement la manière dont Parcoursup oriente ou sélectionne les étudiants dans les différentes filières de l'enseignement supérieur est venue redoubler les effets de cette réforme du baccalauréat. Mais au-delà de ça, comme on a un nombre extrêmement élevé d'élèves de terminale qui vont obtenir le baccalauréat, on a tendance à dire aujourd'hui que Parcoursup, c'est la véritable orientation, que le bac ne remplit plus son office. Élise Villeruy. Oui, parce que les taux d'obtention approchent les 100%. On est vraiment sur les 3 dernières années, 2 dernières années surtout, autour de 95, 96, 97%. Donc, et c'est tout à fait souhaitable. Hein. Il n'y a pas de critique de ma part, en tout cas, vis-à-vis de ce taux extrêmement élevé d'obtention du baccalauréat, parce qu'il me semble qu'il est tout à fait souhaitable que la plupart, voire la totalité des élèves de terminale puissent accéder à l'enseignement supérieur. Peut-être on y reviendra plus tard. Pourquoi est-ce que c'est souhaitable Parce que la critique, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Élise Villeruy, la critique consiste à dire que finalement, si on atteint des pourcentages aussi élevés, c'est parce que le niveau a baissé et qu'il ne mesure plus des compétences, ou en tout cas plus les mêmes compétences qu'auparavant. Peut-être qu'il ne mesure plus les mêmes compétences qu'auparavant et je dirais peu importe. Alors je le dis de manière un peu provocatrice, mais parce que ce qu'on sait, et les travaux d'économie le montrent, et c'est à nouveau un constat que l'on fait avec ma co-auteure Gabrielle Fac dans la note que vous avez citée, c'est qu'il est tout à fait rentable, si je parle en termes économiques, de faire des études supérieures et que a priori la rentabilité des études de l'enseignement supérieur devrait être un argument pour ouvrir les vannes, être un argument pour que finalement, la totalité, alors là on parle des élèves du bac général, il y a encore un manque d'accès par rapport aux élèves qui viennent de voies technologiques et encore plus les élèves qui viennent de voies professionnelles. Il y a un manque d'accès pour les catégories populaires et les catégories intermédiaires, enfin les classes moyennes. Mais justement, le discours, ça devrait d'ouvrir les vannes pour que beaucoup plus d'élèves du lycée, quelle que soit la filière et quel que soit le milieu social, accèdent à l'enseignement supérieur, étant donné que c'est effectivement encore le meilleur rempart contre la pauvreté, contre la précarité, contre le chômage, de faire des études supérieures. C'est ça que vous voulez dire quand vous évoquez la rentabilité des études supérieures, plus exactement là, en l'occurrence du baccalauréat, Élise Villeruy? Oui, tout à fait. C'est en termes strictement économiques et on documente également des effets non économiques, non monétaires sur, par exemple, la santé, l'espérance de vie, l'accès à la citoyenneté, à la vie politique, etc. Donc, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire qu'une année d'études supplémentaires a un effet. Voilà, ça a un coût, mais ça a un effet causal. Hein, c'est pas juste une corrélation, c'est vraiment un effet causal sur la longévité. Par exemple, ça a été bien démontré par les économistes. Une année d'études supérieures en plus a un effet sur l'espérance de vie, a un effet sur la santé, donc la durée de vie en bonne santé, et évidemment aussi un effet sur l'emploi et les salaires tout au long de la vie. Donc c'est rentable au sens où 1 euro investi dans l'enseignement supérieur va rapporter pour la société plus qu'1 euro sur l'ensemble de la vie. Donc si on est un État très patient, ce qui manque, la patience n'est pas une qualité qui caractérise aujourd'hui les gouvernements, on a intérêt d'un point de vue strictement économique à investir dans l'enseignement supérieur. Mais 1 euro investi par qui? Parce qu'il y a l'État qui investit et puis il y a les familles et c'est cela qui provoque bien souvent des questions et puis des choix de filière courte, Élise Villeruy. Tout à fait. Donc, c'est 1 euro investi par n'importe qui. Donc, l'État, on pourrait financer les études à 100% sur des fonds publics, ça serait rentable. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, une partie des études doivent être financées par les familles. Alors, en France, on a de la chance parce que c'est plutôt minoritaire, les études qui doivent être financées par les familles. Mais on voit que parmi les catégories sociales les plus favorisées, une part substantielle, à peu près un tiers du coût des études supérieures est financée par les familles.
Mais en fait, il ne faut pas se contenter d'avoir la gratuité pour accéder à l'enseignement supérieur. Ça ne suffit pas, et c'est pour ça que les taux d'accès à l'enseignement supérieur sont encore très faibles, autour de 40-45% pour les catégories les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que la gratuité ne suffit pas. Il faut aussi payer du logement étudiant et bien sûr de quoi vivre. Donc juste la gratuité de l'université ne suffit pas à pouvoir faire des études. Donc là, il faut effectivement avoir des politiques beaucoup plus volontaristes pour aider via un salaire étudiant, des logements étudiants, aider les catégories populaires et les classes moyennes à véritablement pouvoir se permettre de faire des études supérieures. Camille Penny. Oui, juste avant de parler de l'enseignement supérieur, il faut quand même rappeler quelques éléments et notamment distinguer les taux de réussite qui sont effectivement proches de 100% et la proportion de bacheliers dans une génération. Il faut savoir que c'est dans les années 1980 que la France se donne comme objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au bac. Et en fait, cette proportion, elle a été atteinte très récemment. On est longtemps resté sur un plateau à 65% et cette proportion, elle a été atteinte au moyen d'une énième réforme de la voie professionnelle qui a fait passer le bac professionnel de 4 ans en 3 ans. Donc il me semble quand même juste important de rappeler qu'aujourd'hui, on est à 80% d'une classe d'âge au bac depuis très récemment et que quand on prend le seul bac général, on est encore en deçà de 50%. On est à 46% des jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, pas de ceux qui avaient 18 ans il y a 20 ans ou il y a 10 ans, des jeunes qui ont 18 ans ou qui ont eu 18 ans l'année dernière, lors de la dernière session du baccalauréat, on a une proportion de bac général de 46%. Donc la massification scolaire, elle est réelle, elle constitue une véritable révolution de la société française. En 1962, on avait la moitié d'une classe d'âge, celle née en 1950, qui ne rentrait même pas dans l'enseignement secondaire. Et on est 60 ans après, avec 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Vous faites une distinction entre démocratisation, massification ? Oui, absolument. La massification, c'est une élévation des taux de scolarisation. Tout le monde fait en moyenne des scolarités plus longues. La démocratisation, on voit bien, il y a l'idée de réduction des inégalités, notamment des inégalités sociales. De ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un relatif consensus chez les économistes, chez les sociologues, pour dire que les progrès majeurs en termes de massification n'ont pas abouti à une démocratisation à la hauteur. Et juste un dernier chiffre, tout le monde va de plus en plus au baccalauréat. N'oublions pas qu'on est un système éducatif quand même dans lequel chaque année, à peu près 100 000 jeunes quittent le système éducatif avec au plus le brevet du collège. Élise Villery. Oui, je suis tout à fait d'accord et justement, c'est vraiment un consensus. Bon, on en a plusieurs quand même, mais entre économistes et sociologues, on a une massification qui n'est pas une démocratisation. Justement, là, je rappelle les chiffres que l'on a produits. On a 45% du décile le plus pauvre, donc des enfants issus des familles les plus pauvres, des 10% des familles les plus pauvres qui accèdent à l'enseignement supérieur. 90%, le double pour le décile supérieur. Donc on est quand même sur un rapport de 1 à 2 entre les enfants issus des familles les plus pauvres et les familles les plus aisées. Donc effectivement, il y a un problème de démocratisation derrière une massification qui est par ailleurs tout à fait souhaitable. Et on voit donc qu'il y a eu cette tentative-là. 80%, ce chiffre-là qui a beaucoup marqué les esprits, d'où venait-il ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des comparaisons internationales ? Par exemple, Camille Penny, on s'est dit qu'il y avait un modèle qui devait être imité en France parce qu'il donnait des résultats particuliers. Est-ce qu'il s'agissait de savoir le nombre de diplômés dont une société a besoin pour continuer à se moderniser, à évoluer ? Les différentes explosions scolaires, ce qu'on appelle les explosions scolaires, nous les sociologues, c'est-à-dire dans les années 1960, l'ouverture du premier cycle de l'enseignement secondaire, le collège, avec la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans au tout début des années 60, puis l'ouverture du lycée avec la politique des 80% au bac, sont justifiées notamment par la nécessité d'avoir une population active qualifiée qui est susceptible d'aller garnir les emplois de techniciens, d'ingénieurs, de cadres pour faire face à la mondialisation, à la concurrence. Et puis il y a aussi l'argument que Élise Villery évoquait au début, à savoir que faire des études, c'est bon. C'est bon à titre individuel, pour son insertion, pour son salaire, pour son bien-être, et c'est bon aussi pour la société, avec l'idée qu'une société plus éduquée est une société dans laquelle la défiance institutionnelle diminue, dans laquelle on se projette plus positivement dans l'avenir. Donc c'est tous ces arguments-là qui, à juste titre, insistent pour les sociétés des pays développés de qualifier leur population. Élise. Je voulais rajouter un point parce qu'il y a des travaux qui laissent penser que la massification est allée avec une décote, finalement, une dévalorisation des diplômes. C'est ce dont on parlait effectivement
tout à l'heure. C'est-à-dire on a l'impression effectivement que cette augmentation du pourcentage, elle est obtenue d'autant plus facilement que les attentes sont plus faibles. Voilà, mais ce qui irait de pair avec, du coup, sur le marché du travail, une moindre valorisation du diplôme. C'est-à-dire qu'on entend qu'une licence dans les années 80 ou 90 rapportait beaucoup plus qu'une licence dans les années 2010. C'est faux. C'est faux. On a faut utilisé. Insister, Lise Huildery, sur le fait que vous évoquez la rentabilité, vous, de ces Voilà, diplômes. en termes d'insertion professionnelle, je parle d'insertion professionnelle. On a observé à partir de 3 enquêtes séparées de 40 ans d'écart que le rendement en termes d'insertion professionnelle et en termes de salaire est tout à fait maintenu malgré la massification. Donc c'est très intéressant parce que peut-être qu'aujourd'hui des gens se disent oui, ça ne sert plus à rien de faire des études parce qu'il y a trop, les diplômes n'ont plus aucune valeur, tout le monde a des diplômes. C'est absolument faux. Et donc, je veux encourager, s'il y a des lycéens qui nous écoutent, faites des études supérieures. C'est absolument très, très, très maintenu. Les rendements sont très maintenus. Et aujourd'hui, une licence apporte toujours 30% de salaire en plus tout au long de la vie par rapport à un bac sec, exactement comme il y a 30 ans. Voilà, c'est ça l'argument qui est très intéressant, c'est de dire qu'en valeur absolue, on peut argumenter le fait que, par exemple, avec une licence en 2020, on a probablement une proportion de cadres plus faible que parmi les licenciés des années 70 ou 80. Simplement, c'est le rendement relatif du diplôme qui s'est maintenu, c'est-à-dire qu'il y a une relation linéaire entre la protection qu'offre le diplôme et le niveau de diplôme. Ça veut dire qu'on a toujours intérêt à avoir un bac plus 4 plutôt qu'un bac plus 3, un bac plus 3 plutôt qu'un bac plus 2, etc. La protection qu'offre le diplôme n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. On le voit notamment en période de crise, la crise économique et financière de 2008-2009, les mois qui ont suivi les multiples confinements. On voit bien que ce qui détermine la qualité de l'insertion sur le marché du travail, c'est le diplôme, quelle que soit d'ailleurs sa filière, même s'il y a des différences entre les différentes filières, entre les différents types de diplômes, mais on a toujours statistiquement intérêt à faire une année d'études en plus pour être protégé contre le chômage, pour avoir un emploi stable et pour avoir un salaire relativement correct. Mais on a peut-être la sensation, Camille Penny, justement, qu'il faut de plus en plus d'années d'études en plus pour être protégé contre le chômage, c'est-à-dire que les diplômes requièrent de plus en plus d'excellence de niveau, ou en tout cas d'années d'études. Bien sûr, le diplôme, c'est un bien positionnel, je crois qu'on peut dire ça. C'est-à-dire que ce qui vaut la valeur du diplôme, c'est bien sûr tout ce qu'on apprend. Et on travaille à l'université, donc on y croit beaucoup, évidemment, mais c'est aussi le signal qu'il donne. Et donc, à partir du moment où le niveau de diplôme moyen de la population augmente, et encore une fois, c'est une bonne chose, ce qui compte, c'est peut-être d'en avoir un peu plus que les autres. Mais c'est pas très grave, puisque le diplôme, c'est pas seulement pour s'insérer sur le marché du travail, c'est aussi pour apprendre plein de choses qui servent à être citoyen. Élise Huildery, on vous doit donc une note enseignement supérieur pour un investissement plus juste et plus efficace. Camille Penny, votre livre pour une politique de la jeunesse aux éditions du Seuil. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Il y aura dans quelques jours un nouveau ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. On va voir quels sont les enjeux et les réponses auxquelles on devrait tenter d'apporter effectivement une solution pour l'enseignement supérieur et pour le système éducatif français. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos deux invités autour du baccalauréat, puisque les épreuves sont ouvertes, autour d'une question qui est devenue une véritable tarte à la crème, puisqu'on la retrouve dans quasiment tous les discours politiques, la démocratisation scolaire, et pourtant des résultats obtenus en la matière qui sont peu satisfaisants pour notre pays. On en parle en compagnie d'Élise Huildery. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez notamment publié une note intitulée « Enseignement supérieur pour un investissement plus juste et plus efficace ». Et Camille Penny, vous êtes sociologue, professeure à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, et vous avez notamment publié pour une politique de la jeunesse aux éditions du Seuil. Camille Penny, cette référence à la démocratisation scolaire que l'on retrouve immanquablement dans le discours des politiques et les résultats qui sont assez éloignés finalement de cette ambition. Comment expliquer ce décalage ? Y a-t-il tout simplement eu un manque de volonté de la part de nos politiques d'aboutir à une véritable démocratisation scolaire ?
C'est une vaste question. Je suis pas sûr que incriminer la bonne volonté ou la mauvaise volonté des responsables politiques suffise. Je pense, pour aller vite, peut-être pour commencer, qu'il est difficile de progresser vers une véritable démocratisation tant qu'on n'interroge pas fondamentalement l'orientation principale de notre système éducatif. C'est-à-dire que quand on compare notre système éducatif avec ce qui existe dans d'autres pays, on s'aperçoit que notre système éducatif est particulièrement élitiste, c'est-à-dire qu'il est davantage tourné vers la nécessité de très bien sélectionner une petite élite plutôt que de donner le maximum de compétences au plus grand nombre de jeunes. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais si on prend au sérieux les comparaisons européennes, on s'aperçoit par exemple qu'un certain nombre de pays font mieux en termes de capacité à doter l'ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles des compétences de base qui vont leur permettre de se stabiliser plutôt correctement sur le marché du travail. Or, quand on disait tout à l'heure, alors vous allez me dire, élitisme, à quoi voit-on cet élitisme ? On le voit à maints égards, on le voit dans la pratique de l'évaluation précoce en France, avec mes collègues spécialistes de sciences de l'éducation qui montrent que ces évaluations visent davantage, par exemple, à sanctionner ce que les élèves ne savent pas faire plutôt qu'à valoriser ce qu'ils savent faire. On s'aperçoit que plus on évalue tôt les élèves, moins on se donne la capacité de réduire les inégalités. Autre exemple de cet élitisme, on s'aperçoit quand on compare la part des dépenses éducatives dans le PIB et qu'on se compare aux autres pays de l'OCDE, on est plutôt dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais quand on regarde ce qui est donné aux primaires, on est beaucoup moins bien que dans la moyenne de l'OCDE et on va donner plus au lycée. Or, on s'aperçoit que si les élèves arriveront toujours inégaux à l'école, et en partie inégaux en raison de leur origine sociale, on sait bien que les élèves qui arrivent en maternelle et qui sont de milieux favorisés maîtrisent davantage de mots de vocabulaire que les autres, etc. Donc les élèves arriveront toujours inégaux à l'école, mais les années où il est possible de réduire ces inégalités, ce sont les premières. Or, c'est un rapport de la Cour des comptes au début des années 2010 qui avait alerté sur ce fait. Nous dépensons moins pour l'école primaire que les autres pays de l'OCDE. Autre symbole à l'autre bout du système éducatif de l'élitisme, on va dépenser 60% de plus pour un élève de classe préparatoire plutôt que pour un élève de premier cycle universitaire. Ce qui aboutit à un résultat très pratico-pratique. Nous avons dans nos premiers cycles universitaires des amphis de 150 étudiants en première année et évidemment la démocratisation scolaire, la massification scolaire, elle est désormais dans l'enseignement supérieur. Et les élèves d'origine populaire qui poursuivent des études le font majoritairement dans les premiers cycles universitaires. Et donc on a là un autre exemple de cet élitisme et je pense que je fais le pari de la bonne volonté des gouvernements successifs, ils font des réformes qui visent à démocratiser l'enseignement, mais tant qu'on ne s'interroge pas sur l'orientation éducatif, je pense qu'on ne parviendra pas à faire bouger les choses. On pourrait aussi parler de la formation des enseignants qui selon moi est très importante, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Élise Villery, votre point de vue là-dessus, mettons les moyens en face, vous qui vous êtes intéressé particulièrement à l'investissement dans le domaine de l'enseignement supérieur, y a-t-il eu des changements dans ce domaine ou bien a-t-on affaire à une paupérisation qui devient endémique ? Alors, je reviendrai sur la paupérisation à l'université, qui effectivement est un problème absolument majeur depuis 10 ans. Je voudrais juste d'abord aller vraiment dans le sens de ce que vient de dire Camille Penny. On a une analyse, j'ai une analyse complètement similaire à la sienne, et je voudrais ajouter quelques exemples pour montrer à quel point c'est un changement d'approche globale du système scolaire qu'il faut faire évoluer. Tant que cette approche globale qui fait penser à tous les enseignants depuis le CP jusqu'à la terminale et au-delà, que leur mission principale est la sélection et non la formation, tant qu'on n'aura pas changé cet ADN qui est vraiment extrêmement ancré, on n'arrivera à rien. Et je veux en donner quelques exemples. On a des dispositifs depuis 40 ans qui sont des dispositifs extrêmement volontaristes pour diminuer les inégalités scolaires et donc pour cette démocratisation dont vous parlez. Je pense évidemment au dispositif des REP et REP+, qui s'appelait RAR, qui s'appelait ZEP, enfin peu importe, l'éducation prioritaire. Je pense à des dispositifs comme coup de pouce clé qui, en CP, visent à donner aux enfants qui sont plus en difficulté du soutien individuel par petits groupes pour essayer d'encourager des progrès en lecture dès le CP chez ces enfants-là. Je pense à des dispositifs comme devoir fait, tout un tas de plans de réussite éducative, etc. Donc en fait, la France n'arrête pas. Les gouvernements n'arrêtent pas. C'est pour ça que... Est-ce que c'est vraiment un problème de bonne volonté ? Moi, je ne sais pas. La France n'arrête pas d'investir dans ces politiques. Mais alors, et ça ne marche pas.
Bon. Ça ne marche pas. Donc on a au moins un tenant et un aboutissant dans ce domaine. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, il n'y a pas cette réforme de fond de à quoi sert l'éducation. Il y a toujours... donc, quand on fait une politique alors, je vais peut-être prendre le REP, par exemple. Donc, les ZEP, dès les années 80, REP aujourd'hui. On va mettre un label REP sur des établissements en leur donnant des label, ressources. il signifie Donc, quoi le label, aujourd'hui? il définit réseau éducation prioritaire. On met un label, on met des moyens. D'accord? Donc, on va réduire la taille des classes, pas énormément, mais quand même un peu. Alors, en CP, CE1, maintenant, c'est beaucoup. C'est bien ou c'est pas bien? Alors, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on voit bien que réduire la taille de classe sans rien changer à la pédagogie, sans rien changer à la façon dont on aborde la philosophie de l'éducation, c'est-à-dire toujours rester dans la logique de sélection et pas de formation, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire la taille des classes. C'est extrêmement utile, sûrement, quand on veut changer de pédagogie, d'avoir d'abord une classe pas trop nombreuse à 12, 15 ou 17. Mais si on fait que ça, et qu'on n'a rien changé aux pratiques pédagogiques, à cette logique d'évaluation, à cette logique de sélection, eh ben on s'en aperçoit, et les études le montrent, le gain d'apprentissage lié au dédoublement des CP, il est minime. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en est pas vanté, parce qu'évidemment, ils attendaient beaucoup mieux que ça. Et c'est pareil pour Coup de pouce clé, ce programme d'aide à la lecture. Quand on ne fait que ça, c'est-à-dire mettre des enfants avec cette même logique, 1h30 chaque soir après l'école, pour essayer de continuer à les faire lire le plus loin, sans rien changer à la logique, on n'a rien fait changer. Donc en fait, c'est bien d'apporter des ressources, c'est bien de vouloir faire de l'accompagnement, des heures en plus, des réductions de taille de classe, etc. Mais sans changer la philosophie qui consiste à finalement arrêter de sélectionner dès le CP avec des points rouges, avec des smileys qui font la tête, qui renvoient à l'élève en permanence « toi, tu es en échec, toi, tu es moyen ». Toi, tu es bon. Si on arrête de penser comme ça, effectivement, là, on pourra atteindre des niveaux d'éducation tels que le Québec, le Canada, le Royaume-Uni, la Finlande, qui sont des pays qui non seulement en moyenne font beaucoup mieux, mais où les inégalités scolaires sont beaucoup plus réduites. Y compris le Royaume-Uni, parce que compris le Royaume-Uni. Souvent, ce pays est donné en exemple pour, par exemple, le coût exorbitant. Alors cette fois-ci, des études supérieures. Exactement. Alors pour ce qui est, c'est intéressant, les États-Unis, qui sont pour nous le monstre, le démon absolu de l'éducation. Voilà. Le repoussoir. Le Royaume-Uni, dans une moindre mesure, mais quand même un peu également, le système très libéral, etc. Eh ben, ces pays sont moins... Pas sans raison. Pardonnez-moi, je vous ai coupé Élise Huillery, mais par exemple, pour les universités, les coûts d'inscription sont extrêmement élevés. Alors, les coûts d'inscription sont extrêmement élevés, sauf qu'il y a des bourses. En fait, on ne le dit pas énormément, mais les étudiants de classe populaire américains bénéficient de bourses. Et justement, vous regarderez dans la note, on a voulu comparer le taux d'accès à l'enseignement supérieur selon les déciles de revenus en France et aux États-Unis. C'est pareil, ils font un peu mieux que nous sur les classes moyennes, on fait un peu moins bien sur les classes populaires, on est à un pouillème sur un cheveu, également égalitaire. C'est quand même absurde alors qu'on a une éducation gratuite. Pourquoi on est aussi inégalitaire? Bon, parce qu'en fait, il ne faut pas caricaturer le système américain. Il y a des bourses très importantes, même si les études sont chères, elles ne le sont pas pour tout le monde. Et deuxièmement, parce que justement, en amont du bac, en amont de l'accès, ils sont moins inégalitaires que nous. Donc les élèves issus de classes populaires ont moins d'écart par rapport aux autres dans ces pays-là que chez nous. Mais je vous embête, il y a aussi, malgré tout, des étudiants qui finissent leur cursus avec des niveaux d'endettement qui sont absolument faramineux, surtout vu de France, où on n'a pas du tout l'habitude de ce type d'endettement. Et donc, même si tous réussissent à aboutir à une formation, les uns donc avec des bourses, les autres en s'endettant, ça n'est quand même pas complètement neutre. Je ne prône pas du tout un modèle où il faudrait augmenter les frais d'inscription en payant, comme il se fait aux États-Unis, 10 000, 15 000 $ par an pour une année d'études supérieures. Je pense qu'ils font mieux que nous à l'arrivée au bac, il y a moins d'écart entre selon l'origine sociale. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et justement parce qu'ils ont une philosophie de formation et non pas de sélection en amont du bac. Quand vous allez aux États-Unis, un enseignant, il n'est pas là pour... si tout le monde a 4 sur 4, parce qu'il note sur 4, l'objectif d'un enseignant américain, c'est de mettre 4 sur 4 à tout le monde.
Et c'est incroyable vu du point de vue français. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'un enseignant français, c'est un enseignant français, son objectif, c'est d'avoir un tiers dans le bas, un tiers dans le milieu, un tiers dans le haut. Il est obligé de faire une courbe de Gauss, en fait. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Donc il va mettre un devoir exprès au-delà de ce qu'on enseigne avec des questions pièges pour être sûr de ne pas avoir tout le monde à 4 sur 4. C'est quand même un petit peu interloquant. Oui, non, je pense que c'est vraiment important de répéter ça parce que les spécialistes du champ qui développent ce genre de discours se font taxer d'être des pédagogistes, on les disqualifie de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'on montre bien dans les comparaisons internationales que plus on évalue tôt les élèves, plus on cherche à stigmatiser ce qu'ils ne savent pas faire, plus on les enferme dans un rôle de mauvais élèves, plus on fabrique de l'échec scolaire. Donc à un moment, il faut prendre au sérieux ce qu'on peut apprendre des autres pays pour essayer de transformer notre système éducatif, ça me semble très important. Et il y a un autre enjeu qui est très important en France quand même, dont il faut parler, c'est celui de la mixité sociale à l'école. Il y a quand même maintenant des travaux très sérieux qui montrent que des classes mixtes, davantage mixtes, au sein des établissements, et bien sûr des établissements plus mixtes, sont des classes dans lesquelles tous les élèves progressent davantage. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un résultat assez nouveau, y compris des très bons élèves, ceux qui appartiennent par exemple au quartile, qui a des performances scolaires les plus élevées, progressent davantage dans des classes mixtes plutôt que dans des classes où on met seulement des bons élèves. Comment explique-t-on cela ? Parce que donc, ceux qui s'opposent d'une manière ou d'une autre à la mixité scolaire, compliqué de trouver des arguments, mais ils disent que finalement, on veut en finir avec un modèle élitiste à la française et qu'on ne va pas faire progresser les faibles, qu'on va en revanche ralentir les forts. Donc pourquoi le premier quartile réussirait-il à mieux apprendre avec une classe mixte ? Alors, je cite d'abord ma source et après je vous donne l'hypothèse. Ma source, c'est un article qui est publié récemment dans la revue Éducation et Formation par Sophie Maillard et sa coautrice, dont le nom m'échappe à l'instant et qui m'excusera. Et à partir des données de l'INSEE, elles ont suivi 7 cohortes de lycéens. Leur explication, c'est probablement que mettre des très bons élèves ensemble, et uniquement ensemble, ça crée aussi du stress, de la compétition, de la comparaison permanente, et que pour une fraction des très bons élèves, c'est aussi néfaste à leur progression et à la manière dont ils construisent leur parcours scolaire. Donc c'est un résultat très intéressant. On voit bien qu'en France, il y a un enjeu majeur autour de la mixité sociale. Alors c'est un enjeu très complexe qui est lié à la carte scolaire, qui est lié à la ségrégation résidentielle, mais c'est une autre carte qu'il s'agit de jouer. Une autre conséquence du système français, Élise Huillery, puisque vous militez en faveur d'un investissement supérieur dans l'enseignement supérieur, mais la paupérisation justement de l'université, elle fait que ces diplômes sont souvent perçus comme étant moins attirants et de plus en plus dévalorisés. Comment faire pour aller à l'encontre de cela ? Et ça, c'est une spécificité là aussi française. Alors, c'est faux sur le marché du travail. En revanche, c'est tout à fait justifié de ne pas vouloir aller en licence de droit ou en licence de langues étrangères. De sociologie, par exemple. De sociologie, n'en parlons pas. Parce que... On en connaît qui ont fait des licences de sociologie et on voit bien à quel niveau on situe aujourd'hui les sciences humaines qui sont souvent dévalorisées dans la représentation qu'on se fait du système éducatif. Oui, alors c'est pas qu'une représentation malheureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a calculé que par exemple sur les 10 dernières années, il y avait une augmentation de 20% des étudiants à l'université. Je ne parle pas sur l'ensemble de la France et des filières à l'université, et une baisse de 2% du nombre d'enseignants. Donc vous voyez un peu à quel point les amphis craquent si on a 20% d'étudiants en plus en licence et en master pour 2% d'enseignants en moins. Donc c'est absolument nécessaire de arrêter cette espèce de... c'est absolument indigne pour les étudiants de l'université que d'avoir complètement lâché sur le plan de l'investissement et d'avoir effectivement des conditions d'encadrement qui se dégradent de manière extrêmement préoccupante à l'université. Alors en parallèle, on a des filières courtes qui se sont développées, les BTS, les IUT. Et ces filières courtes ont des taux d'encadrement beaucoup plus élevés, un volume horaire beaucoup plus élevé et des taux de réussite beaucoup plus élevés. Ce qui fait que les meilleurs étudiants, élèves en terminale, en Parcoursup, qui sont intelligents, se disent autant que j'aille faire un IUT, plutôt qu'un cursus à l'université classique, une licence, étant donné que les taux d'encadrement, les volumes horaires vont être extrêmement compliqués et les taux de réussite sont dramatiques. Donc là, il y a vraiment un fossé qui se creuse entre les BTS, les IUT, les prépas, d'un côté, et les filières universitaires classiques, licence, master, de l'autre.
et c'est quelque chose d'inadmissible. Donc il va falloir réinvestir massivement dans l'université avec des profs qui permettent d'augmenter les volumes horaires et de réduire la taille des groupes à l'université. Camille Penny. Oui, alors j'ajoute un point, puisque tout à l'heure on rigolait sur la désirabilité des filières de SHS, par exemple. Je voudrais quand même insister sur le fait que les enquêtes du CEREC, qui suivent l'insertion des générations, montrent, et je rejoins ce qui était dit, que même les diplômés, par exemple, d'un master de SHS s'en sortent beaucoup mieux sur le marché du travail 24 mois ou 36 mois après la sortie des études que, par exemple, des personnes qui ont fait simplement une licence, quelle que soit la discipline. En termes de probabilité d'obtenir un CDI, en termes de durée d'obtention du premier emploi, c'est vrai qu'en termes de salaire, par exemple, en termes de salaire médian ou de salaire moyen, ils sont un peu en dessous que des étudiants qui auraient fait un master dans une discipline plus scientifique, mais tout simplement, alors ça c'est lié aussi à la hiérarchie des revenus dans les différentes professions. Quand on fait un master de SHS, on est davantage dans des secteurs sociaux, sanitaires et sociaux qui sont moins bien rémunérés malheureusement que les autres. Mais je tenais à le dire parce que c'est l'honneur de ces filières des premiers cycles universitaires que d'accueillir des étudiantes et des étudiants dont on ne veut pas ailleurs. Il faut bien le dire, Élise Willery le disait, quand on est d'une famille de classe moyenne supérieure, on sait bien que l'université, on peut y aller peut-être à partir de la L3 si on fait une prépa et qu'on ne décroche pas un concours, ou à partir du master, mais mieux vaut éviter les premières années de la fac de maths. Et je trouve que c'est à l'honneur de l'université que de parvenir quand même à former très correctement ses étudiants. Élise Willery. Non, juste pour donner un chiffre, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, à l'université en licence, L1, L2, L3, l'investissement par étudiant est de 3 700 €. En prépa, c'est 13 400 €. Donc on est sur un rapport de 1 à 4 entre l'investissement par étudiant en licence et en prépa. Pour les BTS, on est à 12 000, 11 000, donc c'est très bien. Les IUT, un tout petit peu en dessous, mais c'est très bien aussi. Donc là, il y a vraiment un effort à faire en licence et dans une moindre mesure en master où on est de l'ordre de 5 000 et quelques euros par an et par étudiant pour combler cet écart qui ne se justifie pas. C'est vraiment important de dire, c'est pas que ces diplômes ne valent rien sur le marché du travail, ils valent quelque chose sur le marché du travail. C'est intéressant de faire une licence de sciences humaines par rapport à rien, pas par rapport au rester au bac. Donc ça ne se justifie pas comme si ces filières ne donnaient à rien et qu'il fallait arrêter d'y aller, ça ne se justifie pas. Donc réinvestir dans ces filières pour avoir des conditions de réussite décentes. L'autre question qui se pose aujourd'hui, et les chiffres sont extrêmement parlants, Camille Penny, pour les étudiants qui souhaiteraient devenir enseignants, eh bien, ces carrières sont de moins en moins attirantes, semble-t-il. On a les chiffres pour le CAPES, notamment dans différentes disciplines, et on s'aperçoit, alors par exemple, en mathématiques, on en parlait, c'est particulièrement frappant, il y a de moins en moins de candidats et dès lors, on a parfois un nombre de postes disponibles qui est légèrement supérieur au nombre d'admissibles avec des conséquences sur la capacité donc de choisir ces candidats. Pourquoi les carrières d'enseignants sont-elles devenues à ce point peu enviables, peu désirables ? Alors, les chiffres sont même pires que ceux que vous donnez dans le premier degré. Vous avez probablement vu les chiffres des académies de Créteil et de Versailles où on a parfois le tiers d'admissibles par rapport au nombre de postes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Dans le billet politique, on discutait de la manière dont le burkini dans l'épicide menaçait la République. Moi, je suis très inquiet en tant que citoyen, et pas seulement en tant que chercheur, de voir à quel point le métier d'enseignant semble dévalorisé et semble effectivement perdre complètement son attractivité, puisque ça reste quand même l'école qui est le principal ciment de notre République. Donc répondre à votre question, pourquoi c'est très complexe ? Il y a des éléments de très court terme. La réforme du recrutement des enseignants a probablement joué dans l'aggravation de ces chiffres. Le fait de passer le concours à l'issue du M2, après une année qui est vraiment une année de parcours de combattant, où on doit suivre des études, avoir des expériences professionnelles, faire un mémoire, le tout en étant moins bien payé que quand on avait le concours à l'issue du M1, etc. Donc conjoncturellement, ça c'est mécanique. Voilà. Mais structurellement,
évidemment, c'est l'image de la désirabilité du métier d'enseignant. Probablement paye-t-on aujourd'hui le faible niveau de rémunération des enseignants, mais ce faible niveau de rémunération des enseignants, il est lui-même lié au discours que la société tient sur l'école et tient sur les enseignants depuis 30 ans. Le niveau de rémunération d'un métier, il tient aussi à l'image sociale qu'on en a. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive à quelque chose de très net, qui est que les niveaux de rémunération, pour quelqu'un qui a un Master 2 de maths, aller gagner 1 500 € par mois en début de carrière pour aller apprendre le théorème de Pythagore en ZEP ou en REP, effectivement, c'est plus désirable. Et donc, il y a quelque chose là qui est tout à fait majeur, qui se joue et qui est très inquiétant. Or, on le sait aussi, on parlait des comparaisons des pays européens, que par exemple la Finlande, qui était souvent citée en exemple au début de la décennie 2010, avait un système de formation des enseignants très efficace, où on considérait que le métier d'enseignant, je ne parle pas pour ma paroisse d'enseignant du supérieur, parlons du premier degré, du deuxième degré, c'est un métier extrêmement difficile, former les élèves, et ça devrait être un métier qui nécessite un investissement majeur de la société. Il y a aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait, je pense, une souffrance chez certains enseignants d'être obligés de mener une politique qui est une politique d'évaluation, de tri. Je pense qu'une partie des enseignants souffrent de devoir, Élise Huillery disait, évaluer les élèves de primaire, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a là vraiment toute une réflexion à avoir, mais qui est liée aussi à la place qu'on assigne à notre système éducatif. Si on dit, et je termine par ça, que le but de notre système éducatif, c'est pas seulement de classer et de trier des élèves, mais c'est aussi de les former, d'en faire des citoyens, de les préparer, bien sûr, au bout d'un certain moment, à la vie professionnelle, mais qu'on se donne, comme en Finlande, 5, 6, 7, 8 ans, sans évaluation, où on est tous ensemble, avec une vraie mixité sociale, dans des classes, avec des enseignants bien formés, qui exercent un métier qui est valorisé socialement, alors sans doute aura-t-on progressé. Mais je suis très inquiet parce que même une action résolue du prochain ministre de l'Éducation nationale, en ce sens, mettrait plusieurs années à résorber ce déficit d'enseignants qui est déjà criant depuis de longues années en Seine-Saint-Denis et qui apparaît aujourd'hui parce que même les familles favorisées qui habitent dans des beaux quartiers ou dans des banlieues plus chics voient que, par exemple, les enseignants de leurs enfants, lorsqu'ils sont absents, ne sont plus remplacés. Élise Huillery, un mot de conclusion. Alors, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas reprendre. Effectivement, mieux payer les enseignants et les former différemment et considérer qu'être enseignant, c'est un métier qui nécessite une formation en tant que telle, notamment à la pédagogie. Il faut savoir que nos enseignants sont recrutés sur des critères disciplinaires, donc ils sont forts en maths, ils sont forts en histoire géo, ils sont forts en français, mais ils n'ont pas de formation pédagogique, alors qu'en fait c'est un métier en tant que tel qui nécessite justement une connaissance de la psychologie de l'enfant, des facteurs sociaux qui déterminent la réussite des enfants, etc. Donc ça c'est un manque crucial et on en a parlé. Après, si je devais faire des recommandations, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, donc je l'évoque d'un mot, c'est quand même aussi de lever des mécanismes de frein à l'accès à l'enseignement supérieur pour les classes sociales défavorisées. On a parlé de démocratisation, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc il faut lever les freins à la mobilité, donc à la fois financière et en termes de logement. Donc là, il faut aller beaucoup plus loin. On n'a pas vraiment... On disait tout à l'heure qu'il y a un manque de volonté. Peut-être un peu. Parce que donner 150 € par mois à un étudiant dont les parents ont des revenus très faibles, ça ne suffit pas. Il y a presque une hypocrisie, comme si avec 150 €, on pouvait manger, se loger dans une ville universitaire. C'est un peu hypocrite. Donc là, on n'a pas vraiment essayé. Il faut augmenter les bourses, augmenter les logements et lever les mécanismes d'autocensure. Ça ne suffit pas de juste payer, il faut encourager, donner confiance. Merci. Élise Huillery, je rappelle que vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et on vous doit notamment une note intitulée « Enseignement supérieur pour un investissement plus juste et plus efficace ». Camille Peny, pour une politique de la jeunesse, c'est aux éditions du Seuil. Je vous propose d'accueillir mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Géraldine Mostin-Savoie et Quentin Lafay. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quentin, vous évoquez ce matin le rôle des émotions dans le militantisme écologique. Oui, et de leur rôle nouveau, parce que ces émotions ne servent plus seulement à militer et à convaincre, elles sont désormais au cœur même du militantisme. Et vous, Géraldine, dans votre carnet de philosophie, vous allez nous expliquer que le déni a des vertus. Pourquoi en vient-on parfois, à préférer ne pas savoir qu'à tout savoir ? Allez, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.